Le doux ronronnement de la déesse s'arrêta, et Jacques Dubois laissa échapper un soupir las, ses yeux marqués par de profondes lignes contemplant l'imposant château provençal devant lui, une bastide en pierre baignée par la lumière dorée du crépuscule qui s'allumait automatiquement. « Enfin chez lui !» murmura-t-il pour lui-même, ajustant sa cravate de soie et saisissant sa mallette en cuir. Le chauffeur avait déjà sorti les bagages du coffre, les déposant avec soin près de la voiture. Jacques lui fit un signe de remerciement, le congédiant d'un geste. Ses pas résonnèrent dans le silence nocturne embaumé de lavande et de thym, tandis qu'il gravissait le perron de pierre, son esprit encore prisonnier des contrats et des défilés de la Fashion Week de Paris. C'est alors qu'il trébucha. Reprenant son équilibre, Jacques baissa les yeux, prêt à maudire l'obstacle qui avait interrompu son chemin. Les mots moururent dans sa gorge. Là, recroquevillée sur les marches de sa porte d'entrée, se trouvait une petite fille. Son petit corps tremblait légèrement, même dans la douceur de l'air du soir. Des cheveux emmêlés couvraient partiellement son visage, mais ne dissimulaient ni ses joues creuses, ni la pâleur maladive de sa peau. Jacques se figea, ses doigts se crispant involontairement sur la poignée de sa mallette. Son cœur battait la chamade, un mélange de choc et de confusion l'envahissant. Que diable faisait une enfant ici, et dans un tel état? Il regarda autour de lui, cherchant le moindre signe de qui aurait pu laisser la fillette. La route était déserte, seul le bourdonnement lointain d'une voiture brisant le silence. Hésitant, Jacques s'approcha. Devait-il appeler la police? Réveiller l'enfant? Son instinct lui disait de ne pas s'impliquer, de simplement entrer et de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper le matin. Mais quelque chose l'arrêta. Lentement, il s'accroupit, tendant une main hésitante. « Hé !» appela-t-il doucement. « Ça va ?» La fillette s'agita, ses yeux s'ouvrant lentement. Pendant un instant, elle parut confuse, clignant rapidement des yeux. Puis, quand son regard se posa sur Jacques, son visage s'illumina d'un mélange d'espoir et de désespoir. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, sa voix rauque et faible. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. De près, l'état de l'enfant semblait encore pire. Ses vêtements, bien que propres, étaient usés et bien trop grands. Ses bras étaient beaucoup trop minces, les os de ses poignets saillants. « Comment t'appelles-tu » demanda Jacques, essayant de garder une voix calme. « Amélie, » répondit-elle, tentant de s'asseoir. « Je vous ai cherché si longtemps. » Jacques fronça les sourcils. « Chercher pourquoi, Amélie ?» Les yeux de la fillette s'emplirent de larmes. « Vous, maman a dit, elle a promis que vous nous aideriez. » Le monde sembla tourner autour de Jacques. Il se releva brusquement, faisant un pas en arrière. Amélie le regarda avec crainte, comme si elle avait peur qu'il parte. « Ma maman est très malade, » continua-t-elle, les mots se déversant dans une précipitation désespérée. « Elle ne peut plus s'occuper de moi. Elle a dit que vous étiez notre dernier espoir. » Jacques sentit son sang se glacer, son esprit courant pour donner un sens à ce qu'il entendait. Qui était la mère de cet enfant? Pourquoi pensait-elle qu'il l'aiderait? Amélie essaya de se lever, mais ses jambes fléchirent. Instinctivement, Jacques la rattrapa, surpris par sa légèreté. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle à nouveau, s'accrochant à la manche de son costume coûteux, « ne nous abandonnez pas. » « Pas encore. » Ces derniers mots frappèrent Jacques comme un coup de poing. Il regarda la fillette dans ses bras, une vague de déjà-vu le submergeant. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, la forme de son menton. Sans réfléchir, Jacques la souleva. Amélie se blottit contre lui, comme si elle était enfin en sécurité après un long voyage. « Entrons !» dit-il, sa voix plus rude qu'il ne l'aurait souhaité. « On va essayer de comprendre ce qui se passe. » Alors qu'il ouvrait la porte, portant Amélie dans le château, Jacques sut que sa vie avait changé de manière irrévocable. Quoique cet enfant représente une erreur du passé ou quelque chose de plus sinistre, il ne pouvait plus prétendre qu'elle n'existait pas. La porte se referma derrière eux, laissant la nuit de nouveau silencieuse. Mais à l'intérieur du château, les échos d'un passé longtemps enfoui commençaient à s'agiter, prêts à ébranler les fondations de la vie soigneusement construite de Jacques Dubois.
Le hall d'entrée du château, d'habitude un lieu d'opulence silencieuse, résonnait maintenant du son feutré des pas de Jacques et de la respiration saccadée d'Amélie. La douce lumière révélait le contraste saisissant entre le luxe des lieux et l'apparence frêle de la fillette dans les bras du créateur de mode. « Monsieur Dubois ?» La voix surprise de Brigitte, la gouvernante d'âge mûr, déchira le silence. Ses yeux s'écarquillèrent devant la scène inhabituelle. « Qu'est-ce que... Qui est cet enfant ?» Jacques hésita, tenant toujours Amélie fermement. « Brigitte, s'il vous plaît, préparez la chambre d'amis du rez-de-chaussée, et apportez quelque chose de léger à manger, si vous pouvez. » Brigitte fronça les sourcils, son expression un mélange d'inquiétude et de désapprobation. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas qu'il soit prudent de faire entrer une inconnue dans la maison. Peut-être devrions-nous appeler les autorités. »« Non !» L'exclamation vint d'Amélie, sa voix faible mais déterminée. Elle se serra plus fort contre Jacques, comme si elle craignait d'être arrachée à lui à tout moment. Jacques sentit quelque chose se tordre en lui. La réaction de la fillette, si viscérale et désespérée, le prit au dépourvu. Il regarda Brigitte, sa voix ferme quand il parla. « Nous allons faire les choses à ma façon pour l'instant. S'il vous plaît, faites ce que je vous ai demandé. » Brigitte hésita un instant, mais ses années de service loyal l'emportèrent. Avec un hochement de tête réticent, elle partit exécuter ses ordres. Jacques porta Amélie dans le grand salon, la déposant délicatement sur l'un des canapés en cuir. Sous les lumières plus vives, l'état de la fillette était encore plus alarmant. Ses yeux, grands et expressifs, semblaient disproportionnés par rapport à son visage mince. « Amélie, » commença Jacques, s'asseyant en face d'elle, « j'ai besoin que tu me dises exactement pourquoi tu es venue ici. Qui est ta mère? Comment me connaît-elle » La fillette se mordit la lèvre, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son t-shirt usé. « Maman, elle est très malade. Elle ne peut plus travailler. On a perdu notre logement. » Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. Elle a dit que vous étiez notre dernier espoir, que vous aviez fait une promesse, il y a longtemps. Jacques sentit son cœur s'accélérer. Une promesse ? Il fouilla sa mémoire, essayant de se rappeler quoi que ce soit qui puisse expliquer cette situation surréaliste. « Comment s'appelle ta mère, Amélie » demanda-t-il doucement. « Marie-Claire » répondit-elle. « Marie-Claire Lefebvre. » Le nom frappa Jacques comme un éclair. Des images fragmentées inondèrent son esprit. Un sourire radieux, des rires dans un parc, des promesses murmurées sous les étoiles. Marie-Claire. Comment avait-il pu oublier? À ce moment, Brigitte revint avec un plateau contenant une soupe légère et quelques tranches de pain. « La chambre est prête, monsieur Dubois », l'informa-t-elle, posant le plateau sur la table basse. Son regard vacilla entre Jacques et Amélie, clairement curieuse, mais restant respectueusement silencieuse. « Merci, Brigitte. Vous pouvez disposer pour la soirée. » Une fois seul, Jacques encouragea Amélie à manger. Il regarda, avec un mélange de fascination et d'horreur, la fillette dévorer le repas comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Amélie, » dit-il doucement une fois qu'elle eut fini, « comment m'as-tu trouvé » La fillette posa sa cuillère, ses yeux rencontrant ceux de Jacques. « Maman avait une vieille photo. Votre nom était écrit au dos. J'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé des articles sur vous, sur ce château. » Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. « Ça m'a pris des jours pour arriver ici. J'avais peur que ce ne soit pas le bon endroit. » Jacques sentit une vague d'admiration pour la détermination de cet enfant. En même temps, un sentiment troublant s'installa dans son estomac. À quel point sa situation devait-elle être désespérée pour que Marie-Claire envoie sa fille dans un voyage aussi dangereux? « Où est ta mère maintenant, Amélie ?»« À l'hôpital, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « Elle était si faible quand je suis parti. J'ai promis que je trouverais de l'aide. » Jacques se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Son reflet le fixait, un homme déchiré entre un passé qu'il avait tenté d'enterrer et un présent exigeant une décision. Il se retourna, regardant Amélie. Il y avait quelque chose en elle, peut-être l'inclinaison de son nez, le dessin de ses yeux, qui lui semblait étrangement familier.
une connexion qu'il ne pouvait expliquer mais qu'il sentait au plus profond de ses os. « Reposons-nous ce soir, décida-t-il finalement. Demain, nous irons voir ta mère. » Le soulagement sur le visage d'Amélie était palpable. Elle se leva, chancelant légèrement, et à la surprise de Jacques, elle le serra dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle contre sa poitrine. Maman avait raison sur vous. » Jacques se raidit un instant, peu habitué à une telle démonstration d'affection. Lentement, ses bras entourèrent de la fillette, sentant sa fragilité, sa chaleur. Alors qu'il la guidait vers la chambre d'amis, Jacques sut qu'il s'aventurait en territoire inconnu. Sa vie méticuleusement ordonnée était sur le point d'être bouleversée. Mais en regardant Amélie, en voyant la confiance et l'espoir dans ses yeux, il réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quelle que soit la vérité derrière l'histoire d'Amélie, quelle que soit sa connexion avec Marie-Claire, Jacques savait qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Pas encore. Allongé dans son propre lit cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Ses pensées étaient inondées de souvenirs longtemps refoulés et de questions sans réponse. Mais une chose était certaine, demain marquerait le début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Le soleil venait à peine de se lever quand Jacques se réveilla, les événements de la veille encore frais dans son esprit. Il s'habilla rapidement, impatient de voir comment allait Amélie. En s'approchant de la chambre d'amis, il entendit des bruits étouffés de détresse. Ouvrant doucement la porte, Jacques trouva Amélie se débattant dans son lit, marmonnant des mots inintelligibles, son visage tordu par l'angoisse. « Non, s'il te plaît, maman, » gémit-elle, toujours prisonnière de son cauchemar. Jacques s'approcha avec hésitation, ne sachant comment réconforter la fillette. Doucement, il posa une main sur son épaule. « Amélie, tout va bien. Tu es en sécurité. » Les yeux de la fillette s'ouvrirent brusquement, larges et désorientés. Un instant, elle ne sembla pas reconnaître où elle était. Puis, quand son regard se posa sur Jacques, des larmes se mirent à couler sur ses joues. « J'ai rêvé que maman m'appelait, » sanglota-t-elle. « Et il y avait un homme. Il était censé aider, mais il tournait tout le temps le dos. » Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. La description du rêve était troublante de familiarité, faisant écho à ses propres actions passées. Déglutissant difficilement, il s'assit sur le bord du lit. « Ce n'était qu'un cauchemar, Amélie, » dit-il doucement. « Je suis là maintenant, et nous allons aider ta maman. Je te le promets. » La fillette hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. De nouveau, Jacques remarqua sa fragilité, ses joues creuses, les cernes sombres sous ses yeux, racontant une histoire de privation. « Prenons le petit déjeuner, » suggéra-t-il, essayant de garder une voix légère. « Ensuite, j'ai une amie qui est médecin. J'aimerais qu'elle t'examine, si ça te va. » Amélie accepta tranquillement, suivant Jacques à la cuisine. Pendant qu'elle mangeait avec empressement le petit déjeuner préparé par Brigitte, Jacques s'éloigna pour passer un appel. « Sophie, c'est Jacques. J'ai besoin d'une grande faveur. » 1 heure plus tard, le docteur Sophie Dubois arriva au château. C'était une femme d'âge mûr avec des yeux vifs, derrière des lunettes à monture fine. Son expression était un mélange d'inquiétude et de curiosité, alors que Jacques la conduisait vers Amélie. « Jacques, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à voix basse. « Tu m'appelles en urgence, en demandant la discrétion. Et maintenant, je vois une enfant clairement en besoin de soins médicaux dans ta maison. » Jacques soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « C'est une longue histoire, Sophie. S'il te plaît, examine-la d'abord. Je te promets que je t'expliquerai tout après. » Sophie hocha la tête, des années d'amitié avec Jacques lui donnant assez de confiance pour suspendre ses questions. Elle s'approcha d'Amélie avec un sourire doux. « Bonjour Amélie, je suis le docteur Sophie. Jacques m'a demandé de vérifier si tu allais bien. C'est d'accord si je t'examine ?» Amélie regarda Jacques, qui hocha la tête en signe d'encouragement avant d'accepter. Sophie mena l'examen de manière efficace et bienveillante, posant des questions occasionnelles à la fillette. Après une demi-heure, Sophie demanda à parler avec Jacques en privé. Dans le bureau, loin des oreilles d'Amélie, l'expression du médecin était grave. « Jacques, cette fille est sévèrement dénutrie. Il y a des signes de négligence prolongée, bien que cela ne semble pas intentionnel. Elle a mentionné que sa mère est malade. »
Jacques acquiesça, sentant le poids de la situation. « Oui, apparemment sa mère est hospitalisée. »« Sophie, que peux-tu me dire d'autre » Sophie soupira, enlevant ses lunettes pour les nettoyer. En plus de la malnutrition, elle est épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle a mentionné avoir marché pendant des jours pour arriver ici. C'est un miracle qu'elle y soit parvenue dans cet état. Jacques sentit une vague de culpabilité le submerger. Si seulement il avait su, s'il était resté en contact. « Que dois-je faire, Sophie » demanda-t-il, sa voix révélant son incertitude. Sophie le regarda sérieusement. D'abord, elle a besoin d'une nutrition adéquate et de repos. Mais Jacques, ce n'est que le début. Cet enfant a besoin de stabilité, de soins constants. Et sa mère, où qu'elle soit, a probablement besoin d'une aide urgente aussi. Jacques hocha la tête, son esprit formulant déjà un plan. « Merci, Sophie. Je sais que je t'en ai beaucoup demandé en te faisant venir ici comme ça. » Sophie eut un doux sourire. « Nous sommes amis depuis des décennies, Jacques. Promets-moi juste que tu prendras soin de cette fille. Et peut-être que tu me raconteras toute l'histoire bientôt. » Après le départ de Sophie, Jacques trouva Amélie dans le salon, regardant par la fenêtre avec une expression lointaine. « Amélie, » appela-t-il doucement, « le docteur Sophie a dit que tu devais te reposer et bien manger. Mais aussi, je pense qu'il est temps pour nous de retrouver ta mère. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent d'espoir. « Vraiment ? On peut aller la voir ?» Jacques hocha la tête, s'asseyant à côté d'elle. « Oui, mais d'abord, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais. Dans quel hôpital est-elle? Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ?» Alors qu'Amélie parlait, décrivant l'hôpital public de Marseille, où sa mère était admise, et les derniers jours angoissants avant son départ, Jacques sentit un mélange d'émotions s'agiter en lui. La culpabilité pour le passé, l'inquiétude pour le présent, et une détermination croissante pour l'avenir. L'histoire d'Amélie, bien que fragmentée et racontée à travers les yeux d'une enfant, peignait un tableau de lutte et de désespoir. Marie-Claire, apparemment, avait tout essayé pour prendre soin de sa fille, même alors que sa propre santé se détériorait. Envoyer Amélie à la recherche de Jacques semblait avoir été son dernier recours, un acte désespéré d'une mère qui ne voyait pas d'autre issue. Pendant qu'Amélie parlait, Jacques sentit une connexion inexplicable se renforcer. Il y avait quelque chose dans la détermination et la résilience de la fillette face à tant d'adversités qui le touchait profondément. « Nous la trouverons, Amélie, » promit Jacques, sa voix résolue. « Nous aiderons ta mère et nous mettrons tout ça derrière nous. » La gratitude dans les yeux de la fillette était tangible, et Jacques sentit le poids de la responsabilité qu'il assumait. Il savait qu'il s'engageait en territoire inconnu, déterrant potentiellement un passé qu'il avait longtemps essayé d'oublier. Mais en regardant Amélie, en voyant l'espoir et la confiance dans ses yeux, Jacques sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quelle que soit la vérité sur l'histoire de Marie-Claire, quelle que soit sa connexion avec le passé, il était engagé maintenant. Alors qu'il se préparait pour le voyage qui l'attendait, Jacques ne pouvait s'empêcher de se demander comment sa vie avait changé si radicalement en moins de 24 heures. De millionnaire solitaire à un homme en mission pour sauver une famille qu'il connaissait à peine. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, plus rien ne serait jamais pareil. La déesse de Jacques glissait silencieusement à travers les rues de la ville, un contraste frappant avec les quartiers de plus en plus modestes qu'il traversait. Sur la banquette arrière, Amélie pressait son visage contre la vitre, ses yeux avides absorbant chaque détail du paysage changeant. « C'est par ici, » murmura-t-elle, montrant une rangée d'immeubles délabrés. Nous vivions dans un petit appartement au 3e étage. Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. La pensée de Marie-Claire et Amélie vivant dans de telles conditions le troublait profondément. « Comment était la vie pour vous deux ici, Amélie ?» La fillette détacha son regard de la fenêtre, ses yeux rencontrant ceux de Jacques dans le rétroviseur. C'était dur. Maman travaillait beaucoup, à 2 emplois parfois. Je ne la voyais pas pendant des jours. Jacques hocha la tête, l'encourageant à continuer. Tandis qu'Amélie parlait, une image douloureuse se formait dans son esprit. Marie-Claire luttant pour garder un toit sur leur tête, sacrifiant tout pour sa fille. Amélie,
souvent seule, prenant soin d'elle-même pendant que sa mère travaillait sans relâche. Quand maman est tombée malade, continua Amélie, sa voix tremblant légèrement. Tout est devenu encore plus difficile. Elle ne pouvait plus travailler. Nous avons perdu l'appartement. On a été à la rue pendant un moment. Jacques serra si fort le volant que ses jointures blanchirent. La culpabilité le consumait. Si seulement il avait su, si seulement il avait fait les choses différemment. « Tu as été très courageuse, Amélie, dit-il doucement, luttant pour garder une voix stable. Et ta mère aussi. Vous êtes incroyablement fortes toutes les deux. » Un petit sourire apparut sur le visage de la fillette, le premier que Jacques voyait depuis qu'il l'avait trouvée. Maman disait toujours qu'on était une équipe, que tant qu'on était ensemble, on pouvait tout surmonter. La voiture s'arrêta devant un hôpital public, un bâtiment gris et sinistre qui semblait à peine tenir debout. Jacques remarqua la file de gens à l'entrée, beaucoup paraissant aussi désespérés qu'Amélie la veille. « C'est ici, » dit Amélie, sa voix un mélange d'anxiété et d'espoir. Ils entrèrent dans l'hôpital, assaillis par l'odeur d'antiseptique, mêlée à quelque chose de moins agréable. Les murs, autrefois blancs, étaient jaunis par le temps, des équipements obsolètes encombraient les couloirs, et des infirmières surmenées se pressaient dans tous les sens. Jacques s'approcha du bureau d'information, Amélie tout contre lui. « Nous cherchons Marie-Claire Lefebvre, » dit-il à la réceptionniste épuisée. Après plusieurs minutes de recherche dans le système, la femme les regarda avec une expression sombre. « Je suis désolé, mais nous n'avons aucune patiente sous ce nom. » Le cœur de Jacques se serra. Il se tourna vers Amélie, dont le visage était gravé de pure terreur. « Non, non, elle doit être ici !» s'exclama la fillette, des larmes se formant dans ses yeux. Jacques s'agenouilla à côté d'elle, posant ses mains sur ses épaules. « Calme-toi, Amélie, nous allons découvrir ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a été transférée ou... » « Attendez !» interrompit la réceptionniste, ses yeux se plissant en concentration. « Nous avons eu une patiente non identifiée admise il y a environ une semaine. Elle était inconsciente et n'avait aucun document. Serait-ce... » Amélie haleta, s'agrippant à la veste de costume de Jacques. « Ça pourrait être elle. S'il vous plaît, pouvons-nous la voir ?» Après quelques questions supplémentaires et une brève discussion avec un médecin résident, ils furent conduits dans une salle commune, bondée. Le cœur de Jacques se serra à cette vue. Des lits placés trop près les uns des autres, des équipements manifestement dépassés et un personnel médical visiblement surchargé. Et là, dans un lit au fond, se trouvait Marie-Claire. Jacques eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Même après toutes ces années, il la reconnut instantanément. Son visage était pâle et décharné, des tubes et des fils connectés à son corps fragile, mais c'était sans aucun doute elle. « Maman !» s'écria Amélie, courant vers le chevet. Elle prit la main de Marie-Claire, des larmes coulant librement sur son visage. Jacques resta immobile un instant, submergé par une tempête d'émotions. Culpabilité, choc, tristesse et une détermination féroce. Tout se mélangeait. Le médecin résident s'approcha, son expression grave. Elle est dans un coma artificiel. Son état est stable, mais critique. Malheureusement, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour un traitement approprié. Ces mots sortirent Jacques de sa torpeur. Il se tourna vers le médecin, sa voix portant l'autorité d'un homme qui avait dirigé une entreprise prospère pendant des années. « Je veux qu'elle soit transférée immédiatement à l'hôpital universitaire de la Sorbonne. Je couvrirai tous les frais. » Le médecin cligna des yeux de surprise. « Monsieur, un transfert comme celui-là nécessite ?»« Faites-le » l'interrompit Jacques, ne laissant aucune place à la discussion. Il sortit son téléphone, passant un appel rapide. « Sophie, j'ai de nouveau besoin de ton aide. Je transfère une patiente à la Sorbonne. Je veux que tu diriges personnellement le cas. » Dans les heures qui suivirent, Jacques orchestra une opération qui laissa le personnel de l'hôpital public stupéfait. Une ambulance ultramoderne arriva, accompagnée d'une équipe médicale spécialisée. Marie-Claire fut soigneusement préparée pour le transfert, Amélie refusant de la quitter. En regardant Marie-Claire être chargée dans l'ambulance, Jacques sentit le poids de ses actions passées et la responsabilité de ses décisions actuelles. Il regarda Amélie,
qui tenait fermement la main de sa mère et fit une promesse silencieuse. « Je ne te laisserai plus tomber », murmura-t-il pour lui-même. Le convoi partit en direction de l'hôpital universitaire de la Sorbonne, laissant derrière lui un Jacques changé. Il savait que ce n'était que le début d'un voyage qui modifierait à jamais sa vie. Les questions sur son passé avec Marie-Claire, un avenir incertain et les implications de ses actions planaient sur lui. Mais en regardant Amélie, en voyant l'espoir renouvelé dans ses yeux, Jacques sut qu'il avait fait le bon choix. Quel que soit le défi à venir, il y ferait face. Pour Marie-Claire, pour Amélie, et pour la rédemption dont il n'avait jamais su avoir besoin. L'hôpital universitaire de la Sorbonne était un monde à part de l'établissement public qu'il venait de quitter. De larges couloirs bien éclairés, des équipements de pointe et un personnel médical attentif créaient une atmosphère d'efficacité et d'espoir. Jacques et Amélie suivaient de près le brancard transportant Marie-Claire, leurs pas résonnant sur les sols immaculés. Le docteur Sophie Dubois les accueillit à l'entrée de l'unité de soins intensifs, son visage reflétant une préoccupation professionnelle et une curiosité personnelle. Jacques le salua-t-elle d'un bref signe de tête avant de se tourner vers la patiente. « Nous allons l'emmener pour des examens tout de suite. Veuillez attendre dans la salle d'attente. Je promets de vous tenir au courant dès que possible. » Amélie était réticente à lâcher la main de sa mère, ses grands yeux suppliant Jacques. Il s'agenouilla à côté d'elle, posant une main douce sur son épaule. « C'est bon, Amélie. Le docteur Sophie est la meilleure. Elle prendra bien soin de ta mère. Laissons-les travailler maintenant, d'accord ?» Avec un dernier regard sur Marie-Claire, Amélie hocha la tête, permettant à Jacques de la guider vers la salle d'attente. Les heures suivantes furent un mélange torturant de silence et d'anxiété. Jacques observait Amélie, qui alternait entre une contemplation silencieuse et des accès de questions anxieuses sur l'état de sa mère. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Sophie réapparut. Son visage était sérieux, mais pas sombre. « Elle est stable », commença Sophie, s'asseyant en face d'eux. Le coma a été induit pour permettre à son corps de se remettre d'une grave infection, aggravée par la malnutrition et l'épuisement. Nous traitons l'infection de manière agressive et lui fournissons une nutrition adéquate. Avec les bons soins, nous espérons la sortir du coma dans quelques jours. Jacques laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. À côté de lui, Amélie sanglotait de soulagement. « On peut la voir ?» demanda la fillette, sa voix petite mais pleine d'espoir. Sophie hocha la tête avec un doux sourire. « Oui, mais seulement pour quelques minutes. Elle a besoin d'un repos absolu. » Ils suivirent Sophie jusqu'à la chambre de Marie-Claire. Le contraste avec l'hôpital précédent était saisissant. Ici, Marie-Claire avait une chambre privée, entourée d'équipements modernes, surveillant silencieusement ses signes vitaux. Amélie courut directement au chevet, tenant soigneusement la main de sa mère. Jacques, quant à lui, resta figé à la porte. Voir Marie-Claire dans un état si vulnérable et fragile fit remonter un flot de souvenirs qu'il avait longtemps enfouis. Son visage, bien que plus mince et marqué par le temps, portait encore les traces de la jeune femme qu'il avait autrefois aimée. « Jacques ?» La voix de Sophie le tira de ses pensées. « Ça va ?» Il hocha la tête mécaniquement, incapable de mettre en mots le tumulte qu'il ressentait. Sophie lui lança un regard pénétrant avant de se tourner vers Amélie, expliquant doucement les tubes et les machines. Les minutes passèrent, et bientôt il fut temps de laisser Marie-Claire se reposer. Alors qu'il se préparait à partir, quelque chose d'inattendu se produisit. Les yeux de Marie-Claire s'ouvrirent lentement. La pièce devint silencieuse un instant, seulement rompue par le bip constant des moniteurs. Amélie fut la première à réagir. « Maman !» s'écria-t-elle, des larmes de joie coulant sur son visage. Marie-Claire cligna des yeux de confusion, ses yeux non focalisés parcourant la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur sa fille. Un faible sourire apparut sur ses lèvres, et elle serra faiblement la main d'Amélie. Puis son regard se déplaça, trouvant Jacques. La reconnaissance fut instantanée et choquante. Les yeux de Marie-Claire s'écarquillèrent, un mélange de surprise, de confusion, de soulagement et de quelque chose de plus profond, de plus complexe. « Jacques ?» Sa voix était à peine un murmure rauque, mais elle portait le poids d'années d'histoire non dites.
Jacques fit un pas en avant, sentant comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Marie-Claire, » répondit-il, sa propre voix tremblante. Le moment de reconnaissance mutuelle fut électrique. Des années de séparation, de secrets et de regrets semblèrent se condenser en cet unique instant. Marie-Claire essaya de s'asseoir, mais Sophie intervint doucement. « S'il vous plaît, Madame Lefebvre, vous devez rester allongée. Votre corps est encore en convalescence. » Marie-Claire hocha la tête faiblement, mais ses yeux restèrent fixés sur Jacques. « Tu as trouvé Amélie ?» dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Jacques déglutit difficilement, sentant le poids du regard de Marie-Claire. « Oui, » répondit-il doucement. « C'est elle qui m'a trouvé, en fait. » Amélie regarda entre sa mère et Jacques, ses grands yeux débordant de questions non posées. « Maman, tu connais Monsieur Dubois ?» Marie-Claire ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de larmes non versées. « Oui, ma chérie, Jacques et moi, nous nous sommes connus il y a très longtemps. » Jacques eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. La réalité de la situation le frappa de plein fouet. Marie-Claire, la femme qu'il avait quittée toutes ces années auparavant, était ici, frêle et malade. Amélie, la courageuse fillette qui s'était présentée à sa porte, était presque certainement sa fille. La connexion entre les trois, autrefois nébuleuse et incertaine, semblait maintenant d'une évidence aveuglante. Jacques sentit le poids de ses choix passés, les conséquences de ses actions et de ses omissions, s'accumuler sur ses épaules. Sentant la tension, Sophie intervint doucement. « Marie-Claire a besoin de se reposer maintenant. Nous pourrons continuer cette conversation quand elle sera plus forte. » Jacques hocha la tête mécaniquement, toujours abasourdi par la révélation. Amélie embrassa la joue de sa mère, promettant de revenir bientôt. Alors qu'ils se tournaient pour partir, la voix faible de Marie-Claire les arrêta. « Jacques » appela-t-elle, le faisant se retourner. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, chargés d'émotions inexprimées. « Merci de prendre soin d'elle. » Jacques sentit sa gorge se serrer. Il voulait dire tant de choses, s'excuser, poser des questions, offrir des explications. Mais tout ce qu'il parvint à faire fut un signe de tête silencieux avant de sortir de la chambre. Dans le couloir, Jacques s'appuya contre le mur, sentant le poids de 2 décennies de secrets et de regrets. Amélie le regarda avec un mélange de confusion et d'anticipation. « Monsieur Dubois, » commença-t-elle avec hésitation, « comment connaissez-vous ma maman ?» Jacques regarda la fillette. Sa fille, réalisait-il maintenant avec une clarté cristalline, et sentit un flot d'émotions le submerger. Amour, culpabilité, peur et une détermination féroce. « C'est une longue histoire, Amélie, » répondit-il doucement. « Une histoire qu'il est temps de raconter, je crois. » Guidant Amélie vers la salle d'attente, Jacques sut que sa vie avait changé de manière irrévocable. Le passé qu'il avait tenté d'enterrer avait refait surface, apportant avec lui des défis et des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées affronter. Mais en regardant Amélie, en voyant dans ses traits quelque chose de Marie-Claire et quelque chose de lui-même, Jacques sentit une résolution se former. Quoi que l'avenir lui réserve, il y ferait face, la tête haute. Pour Marie-Claire, pour Amélie, et pour la chance de réparer les torts du passé. Les jours qui suivirent la révélation furent des montagnes russes émotionnelles pour toutes les personnes concernées. Jacques oscillait entre des moments d'euphorie en interagissant avec Amélie et des périodes de profonde culpabilité et d'anxiété. Marie-Claire, toujours en convalescence à l'hôpital, observait le lien grandissant entre le père et la fille, avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Amélie, pour sa part, semblait flotter dans un état de confusion et d'espoir. Elle bombardait Jacques de questions sur sa vie, ses expériences, désireuse de combler le vide laissé par des années d'un père absent. C'est par un après-midi tranquille, alors que le soleil d'automne filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital de Marie-Claire, qu'elle se sentit enfin assez forte pour affronter la vérité qu'ils avaient enterrée si longtemps. « Je pense qu'il est temps que nous parlions, » dit-elle doucement, son regard se déplaçant entre Jacques et Amélie. Jacques hocha la tête, sentant son cœur s'emballer. Il tira une chaise plus près du lit, Amélie perchée sur le bord du matelas, les yeux grands de curiosité et d'appréhension.
Marie-Claire prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Amélie, ma chérie, tu te souviens des histoires que je te racontais sur la façon dont j'ai rencontré ton père ?» La fillette hocha la tête lentement. « Tu disais qu'il était un étudiant brillant et que vous êtes tombés amoureux un été. » Un triste sourire traversa les lèvres de Marie-Claire. « Oui, c'est vrai. Mais il y a plus que ça dans cette histoire. » Elle regarda Jacques, ses yeux remplis d'émotions inexprimées. « Jacques et moi nous sommes rencontrés il y a 20 ans dans une petite ville côtière. » Alors que Marie-Claire parlait, les souvenirs inondèrent l'esprit de Jacques, aussi vifs que s'ils s'étaient reproduits la veille. Flashback. Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Jacques, alors âgé de 22 ans, marchait le long de la plage, ses pensées concentrées sur le brillant avenir qui l'attendait. Il venait d'obtenir son diplôme avec mention et avait une offre d'emploi prometteuse dans une grande ville. C'est alors qu'il la vit. Marie-Claire était assise sur le sable, dessinant distraitement avec un bâton. Ses cheveux sombres dansaient dans la brise marine, et quand elle leva les yeux, rencontrant ceux de Jacques, le temps sembla s'arrêter. « Salut !» dit-il, se sentant soudain étrangement nerveux. Son sourire illumina tout son visage. « Bonjour !» Cette simple salutation fut le début d'un été magique. Jacques et Marie-Claire étaient inséparables, passant leur journée à explorer la ville et leur nuit à parler sous les étoiles. Il parlait de ses rêves ambitieux et elle partageait sa passion pour l'art et sa vision d'un monde plus juste. « Nous changerons le monde ensemble », promit Jacques une nuit, tenant les mains de Marie-Claire. « Toi avec ton art, moi avec mes affaires. Nous serons inarrêtables. » Marie-Claire rit, le son plus doux que tout ce que Jacques avait jamais entendu. « J'ai juste besoin de toi, Jacques. Le reste, c'est du bonus. » Mais à mesure que l'été touchait à sa fin, la réalité commença à s'imposer. Jacques avait sa carrière qui l'attendait, et Marie-Claire était déterminée à terminer ses études d'art. « On peut y arriver », insista Marie-Claire, les larmes aux yeux. « Le véritable amour surmonte la distance, n'est-ce pas ?» Jacques voulait le croire. Il le voulait de tout son cœur. Mais la peur de l'engagement et l'anxiété concernant son avenir rongeaient sa résolution. La dernière nuit avant son départ, Jacques fit un choix qui le hanterait pendant les 20 années suivantes. Sans dire au revoir, sans explication, il partit, ne laissant qu'une vague note parlant de « prendre des chemins séparés ». Fin du flashback ? J'étais dévasté, continua Marie-Claire, sa voix tremblant légèrement. Je ne pouvais pas comprendre comment quelque chose de si spécial pouvait se terminer si brusquement. Jacques baissa la tête, la honte le consumant. « J'ai été un lâche », admit-il, sa voix rauque d'émotion. « J'avais si peur d'échouer, de ne pas être assez bien pour toi, que j'ai pensé qu'il serait plus facile de couper tous les liens. » Amélie écoutait, les yeux grands ouverts, essayant de traiter cette nouvelle réalité. « Mais... et mon père ?» demanda-t-elle, sa voix petite et confuse. Marie-Claire tendit la main, caressant doucement le visage de sa fille. « Ma chérie, quelques semaines après le départ de Jacques, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jacques eut l'impression que le sol avait disparu sous lui. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin, révélant une image qu'il aurait dû voir depuis longtemps. « Tu es mon père ?» demanda Amélie, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Jacques regarda Marie-Claire, cherchant confirmation. Elle hocha lentement la tête. « J'ai essayé de te trouver, Jacques, dit-elle. Mais tu avais disparu. Tu avais changé de numéro, d'adresse. C'était comme si tu t'étais évaporé. » La culpabilité frappa Jacques comme un poids lourd. Il se souvint comment il s'était jeté obsessionnellement dans le travail, déménageant de ville en ville, gravissant l'échelle de l'entreprise, n'importe quoi pour échapper aux souvenirs, aux regrets. « Je n'en avais aucune idée, balbutia-t-il, les mots semblant si inadéquats face à l'ampleur de la situation. Amélie regarda de sa mère à Jacques, les larmes remplissant ses yeux. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle à Marie-Claire. Marie-Claire soupira profondément. « Au début, ça faisait trop mal. Puis, eh bien, je voulais te protéger. Je ne voulais pas que tu te sentes abandonnée ou mal aimée. »
Jacques sentit son cœur se briser à ces mots. La pensée que sa fille, puisse ressentir cela à cause de ses actions était insupportable. « Amélie, dit-il doucement, tendant une main hésitante vers la fillette. Je sais que c'est un choc pour nous tous, mais je veux que tu saches. Si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée... » Les mots lui manquèrent, et il sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Des années d'émotions refoulées, de regrets et de possibilités perdues l'inondèrent. Amélie le regarda, ses yeux si semblables aux siens, réalisait-il maintenant, remplis de confusion et de douleur. Mais il y avait autre chose là aussi, une étincelle d'espoir peut-être. « Est-ce que tu veux être mon papa maintenant ?» demanda-t-elle timidement. La question frappa Jacques comme un éclair. C'était une seconde chance qu'il n'avait jamais rêvé d'avoir, une occasion de corriger la plus grande erreur de sa vie. « Plus que tout au monde, » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Marie-Claire regardait la scène, les larmes aux yeux, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. Il y avait de la douleur, mais aussi du soulagement, comme si un poids qu'elle avait porté pendant 2 décennies était enfin partagé. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire, » dit-elle doucement. « Beaucoup de choses à régler. Mais peut-être que nous pouvons recommencer. » Jacques hocha la tête, sentant une détermination féroce grandir en lui. « Je promets, » dit-il, regardant dans les yeux de Marie-Claire, puis ceux d'Amélie. « Je ferai tout ce que je peux pour rattraper le temps perdu, pour être le père et le partenaire que vous méritez toutes les deux. » Amélie, après un moment d'hésitation, se rapprocha de Jacques. Il ouvrit les bras et elle se laissa serrer, sanglotant doucement contre sa poitrine. À ce moment, enveloppée dans l'étreinte de sa fille nouvellement découverte, avec Marie-Claire, les regardant avec un mélange d'espoir et de prudence, Jacques sut que sa vie avait changé pour toujours. Le chemin à parcourir serait difficile, rempli de conversations douloureuses et d'ajustements compliqués. Mais pour la première fois en 20 ans, il se sentait vraiment vivant. Le vide qu'il avait porté si longtemps commençait à se remplir de quelque chose de précieux, la chance d'aimer et d'être aimé, de faire partie d'une famille. Et il se jura silencieusement que cette fois, il ne fuirait pas. Cette fois, il resterait et se battrait pour ce qui comptait vraiment. Les jours qui suivirent la révélation furent des montagnes russes émotionnelles pour tout le monde. Jacques oscillait entre des moments de joie pendant son temps avec Amélie et des périodes de profonde culpabilité et d'anxiété. Marie-Claire, toujours en convalescence à l'hôpital, observait la relation père-fille grandir avec soulagement et appréhension. Amélie semblait à la fois pleine d'espoir et dépassée, posant des questions à Jacques sur sa vie, désireuse de combler le vide de ses années sans figure paternelle. Au cours d'une de ces sessions de questions-réponses, le doute commença à ronger Jacques. Assis près du lit d'hôpital de Marie-Claire avec Amélie entre eux, il ne pouvait s'empêcher de remarquer la ressemblance physique entre la mère et la fille. Mais qu'en était-il de lui? Y avait-il des traits de lui en elle? L'incertitude le consumait. Et s'il y avait une erreur? Et si, pour une raison quelconque, il n'était pas vraiment le père d'Amélie? « Marie-Claire, dit-il tranquillement, profitant d'un moment où Amélie était sortie pour une collation. « Je sais que tu as dit que je suis le père d'Amélie, et je veux le croire plus que tout. Mais... » Marie-Claire le regarda, une ombre traversant ses yeux. « Mais tu veux en être sûr ?» termina-t-elle. Jacques hocha la tête, se sentant coupable de douter. « Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste, après tout ce qui s'est passé, je pense que nous méritons tous une certitude à 100%. » Marie-Claire resta silencieuse un instant, puis hocha la tête, lentement. « Tu as raison, Amélie mérite cette certitude. Nous la méritons tous. » Ainsi, avec le consentement de Marie-Claire, Jacques entama la procédure pour un test ADN. Il expliqua doucement à Amélie ce que c'était et pourquoi il le faisait. « C'est un peu comme un puzzle scientifique, » tenta-t-il de clarifier. « Ça nous montrera si nos pièces s'emboîtent parfaitement. » Amélie semblait comprendre, bien que Jacques puisse voir l'inquiétude dans ses yeux. « Et si elle ne s'emboîte pas ?» demanda-t-elle à voix basse. Jacques sentit son cœur se serrer. Il s'agenouilla devant elle, tenant ses petites mains dans les siennes.
Amélie, peu importe ce que dit ce test, je t'aime déjà. Et je continuerai de t'aimer et de prendre soin de toi, quel que soit le résultat. Je te le promets. » L'attente des résultats sembla interminable. Jacques se surprenait à étudier constamment Amélie, cherchant des similitudes, la forme de ses yeux, la courbe de son nez, son sourire. Il oscillait entre des moments de certitude absolue et de doute corrosif. Marie-Claire le regardait avec un mélange de compréhension et d'inquiétude. « Jacques, dit-elle un soir, alors qu'ils étaient seuls, « je sais que tu es anxieux, mais tu dois comprendre. Quoi qu'il arrive, Amélie a besoin de toi maintenant. Elle s'est accrochée à l'idée d'avoir un père. » Jacques hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité. « Je sais, et je te le promets, Marie-Claire, je ne disparaîtrai plus. Jamais. » Finalement, après ce qui sembla une éternité, l'enveloppe avec les résultats arriva. Jacques la tint dans ses mains tremblantes, ayant l'impression d'être sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore. Il réunit Marie-Claire et Amélie dans la chambre d'hôpital. L'air était chargé de tension et d'attente. « Tout le monde est prêt ?» demanda-t-il, sa voix plus stable qu'il ne le sentait à l'intérieur. Marie-Claire hocha la tête, tenant la main d'Amélie. La fillette fixait l'enveloppe, ses grands yeux remplis d'espoir et de peur. Avec une profonde inspiration, Jacques ouvrit l'enveloppe et déplia le papier. Ses yeux parcoururent les détails techniques jusqu'à ce qu'il se pose sur la conclusion. Le monde sembla s'arrêter un instant. « Positif », murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. 99,99% de probabilité de paternité. Le silence qui suivit fut rompu par le sanglot d'Amélie. Elle se jeta dans les bras de Jacques, pleurant et riant en même temps. « Papa, » murmura-t-elle à travers ses larmes, « tu es vraiment mon papa. » Jacques la serra fort, ses propres larmes coulant librement. Il regarda Marie-Claire, qui souriait à travers ses propres larmes. « Je l'ai toujours su, » dit-elle doucement, « dès l'instant où je l'ai tenu pour la première fois. » La réalité de la situation percuta Jacques. Il était père. Il avait été père pendant 8 ans sans le savoir. L'ampleur de sa responsabilité, le poids de ses actions passées, tout cela le frappa comme un raz-de-marée. « Je suis tellement désolé, dit-il, serrant toujours Amélie, mais regardant Marie-Claire. Désolé de ne pas avoir été là pour tous les moments que j'ai manqués. » Marie-Claire tendit la main, touchant doucement le bras de Jacques. « Le passé est le passé, Jacques. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Jacques hocha la tête, une détermination croissante en lui. « Je vous le promets à toutes les deux, » dit-il, sa voix ferme malgré ses larmes. « Je rattraperai chaque seconde perdue. Je serai le père qu'Amélie mérite, le partenaire que tu mérites, Marie-Claire. » Amélie s'écarta légèrement, regardant Jacques avec des yeux brillants. « On peut faire des trucs de papa et de fille maintenant, comme dans les films ?» Jacques rit, sentant son cœur se gonfler d'amour. « Bien sûr qu'on peut, ma chérie, tout ce que tu veux. » Les trois restèrent dans cette étreinte, une famille nouvellement formée, face à un avenir incertain, mais plein de possibilités. Plus tard cette nuit-là, après qu'Amélie se soit endormie dans un fauteuil à côté du lit d'hôpital de Marie-Claire, Jacques se retrouva à regarder par la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient en contrebas, mais il les remarquait à peine. Son esprit était rempli d'images de ce qui aurait pu être. Anniversaire manqué, premier jour d'école, nuit de cauchemar et histoire du soir. Toute une vie de moments qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais à côté de la culpabilité et du regret, il y avait aussi autre chose, une détermination féroce de bien faire les choses à partir de maintenant, d'être le père qu'Amélie méritait, de soutenir Marie-Claire, de construire la famille qu'il avait failli perdre par peur et égoïsme. « Il n'est pas trop tard, » murmura-t-il pour lui-même, comme une promesse. « Nous avons encore le temps. » Jetant un regard sur Marie-Claire et Amélie dormant paisiblement, Jacques sentit une vague d'amour et de protection. Il savait que la route à venir ne serait pas facile, qu'il y avait beaucoup à résoudre, beaucoup à guérir. Mais pour la première fois depuis des années, Jacques Dubois se sentait complet. Il avait un but plus grand que les contrats et les profits. Il avait une famille. Et il se jura silencieusement que cette fois, il ferait tout bien. Pour Marie-Claire, pour Amélie,
et pour la seconde chance qu'il n'aurait jamais imaginé mériter. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital, jetant une douce lueur sur les trois occupants. Jacques, Marie-Claire et Amélie étaient assis en un demi-cercle lâche, l'air lourd de l'attente de la conversation à venir. Il était temps de faire face au présent et de discuter de l'avenir. Jacques s'éclaircit la gorge, brisant le silence. « Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire, » commença-t-il, son regard se déplaçant entre Marie-Claire et Amélie. Marie-Claire hocha la tête, s'ajustant sur le lit d'hôpital. « Oui, nous en avons. Amélie, ma chérie, y a-t-il quelque chose que tu aimerais demander, à moi ou à ton père ?» Amélie se mordit la lèvre, ses grands yeux remplis d'émotion. « Pourquoi vous êtes-vous séparés ?» demanda-t-elle finalement, sa voix petite mais ferme. Jacques et Marie-Claire échangèrent un regard lourd d'histoires non dites. Ce fut Jacques qui répondit, sa voix rauque d'émotion. « C'était de ma faute, Amélie. J'étais jeune et stupide, avec de grands rêves et beaucoup de peur. Je pensais que je devais choisir entre ma carrière et l'amour. J'ai fait le mauvais choix. » Marie-Claire tendit la main, touchant doucement le bras de Jacques. « Nous étions tous les deux jeunes, Jacques. J'aurais pu me battre plus fort. J'aurais pu te chercher quand j'ai découvert la grossesse. » Amélie absorba cette information, des larmes se formant dans ses yeux. « Est-ce que vous le regrettez ?»« Je le regrette chaque jour, » répondit immédiatement Jacques. « Je regrette de ne pas avoir été là pour voir tes premiers pas, entendre tes premiers mots. Je regrette d'avoir manqué 8 précieuses années de ta vie. » Marie-Claire offrit un triste sourire. « Je regrette de ne pas avoir été plus courageuse, de ne pas avoir insisté pour te trouver, Jacques. Mais jamais, pas une seule seconde, je n'ai regretté de t'avoir, Amélie. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Amélie sourit à travers ses larmes, serrant sa mère et tendant la main vers Jacques, qui la serra fort. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda la fillette. « Où allons-nous à partir d'ici ?» Jacques prit une profonde inspiration. « Maintenant, nous regardons vers l'avenir. Nous commençons à construire notre famille ensemble. Mais d'abord, il se tourna vers Marie-Claire. « Nous devons parler de ta santé, Marie-Claire. » Marie-Claire hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Les médecins disent que le traitement se passe bien, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Quel est exactement ton diagnostic ?» demanda Jacques, se penchant en avant. « Lymphome de Hodgkin, » répondit Marie-Claire. « Un stade avancé, mais traitable. Le problème, c'est que le traitement est long et coûteux. » Jacques sentit une vague de détermination l'inonder. « L'argent n'est pas un problème. Je m'assurerai que tu aies les meilleurs soins possibles, Marie-Claire, que ce soit ici ou n'importe où dans le monde. » Marie-Claire parut incertaine. « Jacques, j'apprécie, mais je ne peux pas accepter. »« S'il te plaît, » l'interrompit doucement Jacques, « laisse-moi faire ça. Pour toi, pour Amélie, pour toutes les années que j'ai manquées. C'est le moins que je puisse faire. » Amélie regarda entre ses parents, l'espoir remplissant ses yeux. « Ça veut dire que maman va guérir ?» Marie-Claire sourit, caressant les cheveux de sa fille. « Les médecins sont optimistes, ma chérie. Avec un traitement approprié, mes chances sont bonnes. » Jacques hocha la tête, son esprit planifiant déjà les prochaines étapes. « Je parlerai aux meilleurs spécialistes, m'assurerai que nous ayons toutes les options. » Et en attendant, il hésita, regardant Amélie. « Je pense que nous devons discuter des arrangements de vie. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « On pourrait tous vivre ensemble ?» Jacques et Marie-Claire échangèrent des regards. Marie-Claire répondit doucement. « Ma chérie, ce n'est pas si simple. Ton père et moi, eh bien, nous avons besoin de temps pour réapprendre à nous connaître. Mais nous trouverons certainement une solution qui nous garde tous proches. » Jacques acquiesça. « Que diriez-vous de vivre dans des endroits séparés, mais proches ? De cette façon, Amélie peut être avec chacun de nous différents jours, et nous sommes tous à proximité pour soutenir le traitement de Marie-Claire. » Amélie sembla réfléchir un instant avant d'hocher la tête. « D'accord, je suppose que ça peut marcher. Mais vous devez tous les deux promettre que vous ne vous séparerez plus. » La question frappa Jacques et Marie-Claire comme un coup de poing. Jacques s'agenouilla près du lit, se mettant au niveau des yeux d'Amélie. « Amélie,
Je te promets que je ne disparaîtrai plus jamais de ta vie ou de celle de ta mère. Je ne peux pas promettre que ta mère et moi serons ensemble amoureusement. Nous avons beaucoup d'histoires et de temps perdu entre nous. Mais je promets que nous serons toujours une famille, d'une manière ou d'une autre. Marie-Claire hocha la tête, ses yeux brillant de larmes non versées. Ton père a raison, ma chérie. Quoi qu'il arrive entre nous, tu seras toujours notre priorité numéro 1. Amélie sembla accepter cela, se relaxant visiblement. D'accord, mais vous devez promettre que vous essaierez au moins d'être amis. Jacques et Marie-Claire rirent doucement, la tension dans la pièce s'apaisant un peu. Nous le promettons, dirent-ils à l'unisson. Alors que la conversation se poursuivait, ils discutèrent des détails pratiques. L'école d'Amélie, le transfert vers un centre de traitement spécialisé, les arrangements de logement temporaire. C'était un processus délicat, plein d'émotions contradictoires et d'ajustements difficiles. Jacques se trouva étonné par la résilience d'Amélie et sa capacité à s'adapter à des changements aussi drastiques. Et Marie-Claire, elle continuait de le surprendre par sa force et sa grâce face à de tels défis. Au fil de la journée, Jacques sentit un tourbillon d'émotions. Il y avait de la culpabilité pour le passé et ce que Marie-Claire et Amélie avaient enduré. Mais il y avait aussi de l'espoir. L'espoir d'un avenir ensemble, d'une chance de réparer ses torts passés. Quand il fut enfin temps de partir, Jacques se sentit réticent à quitter la chambre d'hôpital de Marie-Claire. Amélie le serra fort dans ses bras, et il sentit son cœur se gonfler d'amour. « Je reviendrai demain, je te le promets, » dit-il, embrassant le sommet de la tête de sa fille. Se tournant vers Marie-Claire, il hésita un instant avant de se pencher et de l'embrasser doucement sur la joue. « Merci, » murmura-t-il, « d'avoir été si forte, d'avoir élevé notre fille si merveilleusement. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour vous aider toutes les deux à partir de maintenant. » Marie-Claire sourit, ses yeux reflétant un mélange d'émotions. « Merci d'être revenu vers nous, Jacques, même si ça a pris du temps. » En quittant l'hôpital cette nuit-là, Jacques eut l'impression d'entrer dans un nouveau chapitre de sa vie. Le chemin à parcourir serait difficile, rempli d'obstacles et de moments difficiles. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant, authentiquement motivé. Il avait une famille dont il devait s'occuper, des erreurs à corriger et un avenir à construire. Et Jacques Dubois était déterminé à bien le faire cette fois. Le soleil venait à peine de se lever quand Jacques fut réveillé par la sonnerie insistante de son téléphone. Encore groggy, il répondit pour n'être assailli que par la voix frénétique de son attaché de presse. « Monsieur Dubois, nous avons un problème. L'histoire a fuité. En quelques heures, la vie privée de Jacques devint une nouvelle nationale. Le magnate de la mode découvre sa fille perdue. La romance secrète de l'homme d'affaires, Jacques Dubois, révélée. » Hurlèrent les titres sur tous les kiosques et sites web. Entouré d'une foule de journalistes à l'entrée de l'hôpital, Jacques luttait pour garder son sang-froid. « S'il vous plaît, respectez notre vie privée en ce moment délicat », répétait-il, essayant de se frayer un chemin. À l'intérieur de la chambre de Marie-Claire, l'atmosphère était tendue. Amélie regardait avec anxiété par la fenêtre la frénésie extérieure. « Pourquoi y a-t-il tant de gens ici, papa ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jacques soupira, tirant les rideaux. « Certaines personnes pensent que notre histoire est intéressante, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, je vais te protéger. » Marie-Claire observait la scène, l'inquiétude et la culpabilité dans son expression. « Jacques, je suis désolé. Je n'aurais jamais imaginé que cela causerait un tel tumulte. » Il se tourna vers elle, offrant un sourire fatigué. « Ce n'est pas ta faute, Marie-Claire. Nous traverserons ça ensemble. » Dans les jours qui suivirent, Jacques jongla entre des interviews soigneusement gérées, des négociations avec le conseil d'administration de son entreprise et surtout du temps avec sa nouvelle famille. Chaque moment libre était consacré à Amélie et Marie-Claire. Un après-midi, alors que Jacques était au téléphone pour discuter de stratégie de relations publiques, Amélie l'interrompit doucement. « Papa, dit-elle en tirant sur sa manche, maman est triste. Je pense qu'elle a besoin de toi maintenant. » Jacques regarda sa fille, surpris par sa perspicacité. Il mit rapidement fin à l'appel et suivit Amélie jusqu'à la chambre de Marie-Claire. Marie-Claire était assise sur le lit, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Désolée, murmura-t-elle en les voyant.
Je suppose que le stress a fini par m'avoir. » Jacques s'assit à côté d'elle, hésitant au début avant de prendre sa main. « Hé, nous sommes dans le même bateau, tu te souviens? Tu n'as pas à être forte tout le temps. » Amélie grimpa sur le lit, serrant ses deux parents dans ses bras. « Nous sommes une famille maintenant, » déclara-t-elle avec la simple sagesse d'une enfant. « Les familles s'entraident. » À cet instant, quelque chose changea. La tension entre Jacques et Marie-Claire commença à s'apaiser, remplacée par une compréhension mutuelle et un objectif commun. Prendre soin d'Amélie. Au cours des semaines suivantes, Jacques commença à réorganiser complètement sa vie. Il délégua davantage de responsabilités au travail, refusa les voyages d'affaires et fit de l'hôpital sa deuxième maison. Un jour, alors qu'il aidait Amélie avec ses devoirs dans la chambre de Marie-Claire, Jacques réalisa qu'il souriait sincèrement pour la première fois depuis des années. Le travail, autrefois sa seule préoccupation, semblait maintenant secondaire par rapport à ses moments avec sa fille et Marie-Claire. « Tu sais, dit-il en regardant Marie-Claire, je pense que je comprends enfin ce que tu voulais dire cet été-là, sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Marie-Claire sourit, ses yeux brillants d'un mélange de surprise et d'affection. « Mieux vaut tard que jamais, Jacques Dubois. » Amélie regarda ses parents, un sourire espiègle sur le visage. « Vous êtes encore en train de faire les bêtas, » déclara-t-elle, les faisant tous rire. Pourtant, tous les moments n'étaient pas joyeux. S'adapter à leur nouvelle dynamique familiale apportait des défis. Jacques, habitué à avoir un contrôle total sur sa vie, devait maintenant apprendre la coparentalité et comment gérer les besoins émotionnels d'un enfant. Un soir, après un désaccord frustrant avec Marie-Claire sur l'éducation d'Amélie, Jacques se retira à la cafétéria de l'hôpital. À sa surprise, Amélie le suivit. « Papa, dit-elle en s'asseyant à côté de lui, est-ce que maman et toi vous êtes encore disputés ?» Jacques soupira. « Pas exactement, ma chérie. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur les choses. » Amélie hocha la tête sagement. « Comme quand ma meilleure amie et moi, on se dispute pour savoir quelle couleur est la meilleure. Le violet est évidemment le meilleur, mais elle insiste pour dire que c'est le bleu. » Jacques ne put s'empêcher de rire. « Quelque chose comme ça, oui. » « Eh bien, continua Amélie, quand ça arrive, notre maîtresse nous fait nous asseoir et parler. Peut-être que maman et toi devriez essayer ça ?» Jacques regarda sa fille, s'émerveillant de sa simple sagesse. « Tu sais quoi? Je pense que tu as absolument raison. » Suivant le conseil d'Amélie, Jacques et Marie-Claire commencèrent à avoir des conversations régulières, discutant ouvertement de leurs peurs, de leurs attentes et de leurs espoirs pour l'avenir. Lentement, ils commencèrent à reconstruire la confiance et la compréhension. Au fil des jours et des semaines, une nouvelle routine s'installa. Jacques partageait son temps entre le travail, l'hôpital et l'appartement qu'il avait loué à proximité pour rester près d'Amélie et Marie-Claire. Les matins étaient consacrés à emmener Amélie à l'école, les après-midi à visiter l'hôpital et à aider aux devoirs, et les nuits à des conversations honnêtes avec Marie-Claire une fois Amélie endormie. Un jour, en regardant Amélie faire une sieste paisible sur le canapé de la chambre d'hôpital, Jacques se tourna vers Marie-Claire. « Merci, » dit-il doucement. Marie-Claire pencha la tête, curieuse. « Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas avoir abandonné, pour avoir élevé notre fille si merveilleusement, pour m'avoir donné une seconde chance. » Marie-Claire sourit, des larmes non versées scintillant dans ses yeux. « Merci d'être revenu, Jacques, d'être là maintenant. » À ce moment, en regardant Marie-Claire et sa fille endormies, Jacques ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les défis étaient encore nombreux, la santé de Marie-Claire, l'adaptation d'Amélie, les ajustements dans sa propre vie. Mais pour la première fois, il ne se sentait pas seul pour y faire face. Ils étaient une famille maintenant imparfaite, en construction, mais une famille. Et ensemble, Jacques savait qu'ils pouvaient tout affronter. Le bureau du docteur Sophie Dubois était plongé dans un silence tendu. Jacques et Marie-Claire étaient assis côte à côte, leurs mains inconsciemment entrelacées, tandis que le médecin expliquait les résultats des derniers examens de Marie-Claire. « Le traitement conventionnel n'a pas l'effet que nous espérions, » dit Sophie, son ton professionnel cachant l'inquiétude dans ses yeux. « Mais il y a une option que nous pouvons envisager. » Jacques se pencha en avant,
sa voix tendue. « Quelle option ?» Sophie ouvrit un dossier sur son bureau. Il existe un traitement expérimental qui a montré des résultats prometteurs dans des cas comme celui de Marie-Claire. C'est une combinaison d'immunothérapie avancée et d'un nouveau médicament ciblé. Marie-Claire serra la main de Jacques. « Mais » demanda-t-elle, sentant qu'il y avait plus. Sophie soupira. « Mais il est extrêmement coûteux et n'est couvert par aucune assurance pour le moment. De plus, parce qu'il est expérimental, il y a des risques importants. » Jacques sentit son cœur battre la chamade. « Combien ?» « Le traitement complet coûterait environ 2 millions d'euros, » répondit Sophie, observant attentivement leur réaction. Marie-Claire haleta, lâchant la main de Jacques. « C'est impossible. Nous ne pouvons même pas y penser. » Jacques faisait déjà des calculs mentaux. Son entreprise se portait bien, il avait des investissements solides. 2 millions, c'était significatif, mais pas impossible. « Nous pouvons le faire, dit-il fermement. Je peux le payer. » Marie-Claire le dévisagea, les yeux écarquillés. « Jacques, non. C'est trop. Tu as déjà tant fait. » « Marie-Claire, l'interrompit doucement Jacques, prenant ses mains. L'argent n'est que de l'argent. Ta vie, ton avenir avec Amélie, c'est ça qui compte vraiment. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. » Sophie les observait interagir avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Réfléchissez bien, conseilla-t-elle. Ce traitement est rigoureux et n'est pas garanti, mais c'est notre meilleure chance en ce moment. » Marie-Claire ferma les yeux, des larmes silencieuses glissant sur son visage. « J'ai peur, » admit-elle dans un murmure. Jacques la serra contre lui. « Je sais. Moi aussi. Mais nous sommes ensemble là-dedans, tu te souviens? Toi, moi et Amélie. Nous nous battrons ensemble. » Après un long moment, Marie-Claire hocha la tête. « D'accord, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Essayons. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Jacques se jeta dans les détails financiers, organisant des transferts de fonds et ajustant ses investissements. Marie-Claire subit une série d'examens préparatoires, chacun plus épuisant que le précédent. Amélie, sentant la tension, fit de son mieux pour aider. Elle fabriqua des cartes de bon rétablissement élaborées pour sa mère et surprit Jacques avec des câlins soudains chaque fois qu'il semblait particulièrement stressé. La veille du traitement, la famille se réunit dans la chambre d'hôpital de Marie-Claire. Amélie avait insisté pour une soirée pyjama improvisée, apportant des couvertures et des oreillers de la maison pour qu'on puisse tous rester ensemble, expliqua-t-elle, se blottissant entre ses parents sur le lit d'hôpital agrandi. Jacques sourit, passant un bras autour de sa fille et de Marie-Claire. « Excellente idée, princesse. » Marie-Claire, bien que visiblement nerveuse, sourit à la vue de sa petite famille réunie. « Merci, » dit-elle doucement. « D'être là. »« Pour tout ?»« Toujours, » répondit Jacques, sa voix remplie d'émotion. Amélie regarda ses parents, ses grands yeux sérieux. « Maman, tu vas guérir, n'est-ce pas? Tu dois le promettre. » Marie-Claire sentit son cœur se serrer. « Oh, ma chérie !» commença-t-elle, peinant à trouver les mots justes. Jacques intervint doucement. « Amélie, tu te souviens quand nous avons parlé du fait que les médecins ne peuvent pas toujours promettre des choses à coup sûr ?» Amélie hocha la tête lentement. « Eh bien, c'est l'un de ces moments, » continua Jacques. « Mais ce que nous pouvons promettre, c'est que nous ferons tout notre possible pour aider maman à guérir, et que quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. » Marie-Claire sourit avec gratitude à Jacques avant de se tourner vers sa fille. « Ton père a raison, ma chérie. Je ne peux pas promettre avec certitude que tout ira bien, mais je promets que je me battrai de toutes mes forces. Pour toi, pour nous. » Amélie sembla réfléchir un instant, puis hocha la tête solennellement. « D'accord, mais j'aiderai aussi. Je serai la meilleure aide-soignante que tu aies jamais vue. » Sa déclaration provoqua le rire de Jacques et Marie-Claire, apaisant une partie de la tension dans l'air. Le lendemain matin, lorsque les médecins arrivèrent pour emmener Marie-Claire pour la première séance de traitement, l'atmosphère était empreinte d'une détermination prudente. Jacques serra fort la main de Marie-Claire pendant qu'on la préparait, lui murmurant des mots d'encouragement. Fidèle à sa parole, Amélie endossa son rôle d'aide-soignante avec un sérieux comique,
insistant pour porter un petit tablier blanc qu'une des infirmières lui avait gentiment prêté. Quand le moment fut enfin venu pour Marie-Claire d'être emmenée, Jacques se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Nous serons là quand tu reviendras, » promit-il. Marie-Claire hocha la tête, les larmes aux yeux, mais un sourire courageux sur les lèvres. « Je sais. Ma famille. » Les heures suivantes furent un mélange d'anxiété et d'espoir. Jacques alternait entre travailler sur son ordinateur portable et divertir Amélie avec des jeux et des histoires. La fillette, sentant la gravité de la situation, était inhabituellement calme et coopérative. Quand Marie-Claire revint enfin, pâle et épuisée mais consciente, elle fut accueillie par des sourires soulagés et de douces étreintes. « Comment te sens-tu » demanda doucement Jacques, ajustant ses oreillers. Marie-Claire ferma les yeux un instant. Fatiguée, un peu nauséeuse, mais pleine d'espoir. Amélie grimpa prudemment sur le lit, se blottissant à côté de sa mère. « Tu as été si courageuse, maman, » déclara-t-elle. Jacques les regarda, sentant une vague d'amour et de protection le submerger. Ce n'était que le début d'un long et difficile voyage. Il savait qu'il y aurait de mauvais jours, des effets secondaires désagréables, des moments de doute et de peur. Mais en regardant Marie-Claire et Amélie, en voyant la force et l'amour qui les unissaient, Jacques sentit une certitude grandir en lui. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils y feraient tout face ensemble, en famille. « Repose-toi maintenant, » dit-il doucement, embrassant le front de Marie-Claire, puis celui d'Amélie. « Nous sommes là, nous le serons toujours. » Et ainsi, unis par l'amour et l'espoir, la petite famille se prépara pour les défis à venir, un jour à la fois. Le téléphone de Jacques vibra avec insistance, le tirant d'un sommeil léger dans le fauteuil à côté du lit de Marie-Claire. Il vérifia l'heure, 3h27. Avec un soupir, il sortit de la chambre pour éviter de réveiller Marie-Claire et Amélie. « Jacques Dubois, » répondit-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Monsieur Dubois, c'est Charles du service financier. Je suis désolé d'appeler si tard, mais nous avons une urgence. » La gravité dans le ton de Charles fit réagir Jacques instantanément. « Que s'est-il passé ?»« Monsieur, nous avons découvert des divergences significatives dans nos comptes. Il semble qu'il y ait eu un détournement de fonds massif au cours des derniers mois. » Jacques sentit son estomac se nouer. « Combien ?» La réponse de Charles le frappa comme un coup de poing. Des centaines de millions d'euros, disparus. L'entreprise que Jacques avait bâtie pendant des décennies était au bord de l'effondrement. Les heures suivantes se brouillèrent en appels téléphoniques frénétiques, en vidéoconférences d'urgence et en un sentiment croissant de désespoir. Au lever du soleil, la terrible vérité éclata. Antoine Moreau, un partenaire de longue date et ami personnel, avait orchestré un système élaboré pour siphonner les fonds de l'entreprise. Assis dans une salle de conférence improvisée à l'hôpital, Jacques fixait les chiffres sur son ordinateur portable, à peine capable de croire ce qu'il voyait. L'entreprise chancelait au bord de la faillite. Des années de travail acharné, de sacrifices et de rêves étaient sur le point de s'effondrer. « Monsieur Dubois ?» La voix de son avocat le ramena à la réalité. « Nous devons agir rapidement. Il y a des options, mais elles impliquent toutes des coupes drastiques et peut-être la vente d'actifs personnels. » Jacques hocha la tête mécaniquement, son esprit tourbillonnant. Comment cela pouvait-il arriver? Et maintenant, au moment où Marie-Claire avait le plus besoin de lui? Soudain, la porte s'ouvrit et Amélie entra en courant. « Papa, maman s'est réveillée et elle te demandait ?» Jacques força un sourire, essayant de masquer sa détresse. « Merci, ma chérie. J'arrive dans 1 minute. » Amélie hésita, ses yeux vifs remarquant la tension sur le visage de son père. « Tout va bien, papa ?» Jacques sentit son cœur se contracter. Comment pouvait-il expliquer cela à sa fille? Comment pouvait-il dire à Marie-Claire qu'il ne pourrait peut-être plus payer son traitement? « Tout va bien, Amélie, » mentit-il, se détestant pour cela. « Juste quelques problèmes de travail, rien dont tu doives t'inquiéter. » Mais en retournant dans la chambre de Marie-Claire, Jacques sut qu'il ne pouvait pas continuer à cacher la vérité. Ils étaient une famille maintenant. Ils méritèrent de savoir. Marie-Claire sourit quand Jacques entra, mais son sourire s'effaça rapidement devant son expression. «
Jacques, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il s'assit sur le bord du lit, prenant la main de Marie-Claire. Amélie s'installa à côté d'eux, les yeux grands d'inquiétude. « Je dois vous dire quelque chose à toutes les deux, » commença Jacques, sa voix tremblante. Quelque chose de grave est arrivé à l'entreprise. Quelque chose de très grave. Au cours des minutes suivantes, Jacques expliqua du mieux qu'il put, simplifiant les détails compliqués pour qu'Amélie puisse comprendre. Il leur parla de la trahison d'Antoine, de l'argent perdu et de l'avenir incertain de l'entreprise. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous, Jacques ?» demanda Marie-Claire, sa voix calme, mais ses yeux trahissant sa peur. Jacques prit une profonde inspiration. « Cela signifie que je ne pourrai peut-être plus payer ton traitement, Marie-Claire. Du moins, pas comme nous l'avions prévu. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie fut la première à le rompre. « Mais maman a besoin du traitement, » s'écria-t-elle, les larmes remplissant ses yeux. « Tu avais promis que tu aiderais. » Jacques eut l'impression que son cœur était en train d'être déchiré. « Je sais, ma chérie, et je ferai tout ce que je peux. Je vendrai tout ce qui est nécessaire, je travaillerai jour et nuit s'il le faut, mais les choses vont être difficiles pendant un certain temps. » Marie-Claire serra la main de Jacques. « Nous traverserons ça ensemble, » dit-elle doucement. « Peut-être y a-t-il d'autres options de traitement, quelque chose de plus abordable. » Jacques secoua la tête avec véhémence. « Non, tu mérites le meilleur traitement possible. Je trouverai un moyen. » Amélie regarda ses parents, son jeune esprit luttant pour tout comprendre. « Est-ce que je peux aider ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je peux vendre mes jouets ou faire de la limonade ?» Son offre innocente faillit briser Jacques. Il serra sa fille dans ses bras. « Oh, ma chérie, rien que le fait d'être ici, d'être forte pour ta mère et moi, ça aide plus que tu ne l'imagines. » Marie-Claire se joignit à l'étreinte, et pendant un moment, les trois restèrent ainsi, unis dans leur amour et leur peur. « On trouvera une solution, » murmura Marie-Claire. « On en trouve toujours. » Jacques hocha la tête, essayant de croire ses paroles. Mais à l'intérieur, il était terrifié. Comment pouvait-il sauver à la fois son entreprise et sa famille? Dans les jours qui suivirent, Jacques dormit à peine. Il passait ses nuits en réunions interminables, négociant avec les banques, les investisseurs et les avocats. Pendant la journée, il faisait de son mieux pour être là pour Marie-Claire et Amélie, cachant son épuisement derrière des sourires forcés. Une nuit, alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable dans la chambre d'hôpital de Marie-Claire, Jacques sentit une petite main sur son épaule. C'était Amélie, ses yeux endormis, mais pleins d'inquiétude. « Papa, » dit-elle doucement, « tu as besoin de repos, toi aussi. » Jacques sourit avec lassitude. « Je sais, princesse. Juste quelques minutes de plus, d'accord ?» Amélie secoua la tête obstinément. « Non, maintenant. Maman dit toujours qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas d'abord soin de soi-même. » La simple sagesse de sa fille le toucha profondément. Jacques ferma l'ordinateur portable et prit Amélie sur ses genoux. « Tu as raison, admit-il. Parfois, je pense que tu es plus intelligente que moi. » Amélie sourit, se blottissant contre sa poitrine. « C'est parce que j'ai les meilleurs professeurs. » À cet instant, en regardant sa fille et Marie-Claire dormant paisiblement, Jacques sentit une détermination renouvelée. Oui, la situation était désastreuse. Oui, l'avenir était incertain, mais il avait maintenant quelque chose d'inestimable pour lequel se battre. Quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle entreprise ou fortune. Il avait une famille. Et pour eux, il affronterait n'importe quel défi, surmonterait n'importe quel obstacle. « On s'en sortira, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Amélie. « D'une manière ou d'une autre, on y arrivera. » Et pour la première fois depuis des jours, Jacques s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, tout finirait par s'arranger. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital, éclairant les visages déterminés mais fatigués de Jacques, Marie-Claire et Amélie. Aujourd'hui, ils allaient discuter des options pour faire face à la crise financière qui menaçait non seulement l'entreprise de Jacques, mais aussi le traitement de Marie-Claire. Jacques prit une profonde inspiration, prêt à expliquer à quel point la situation était grave. À sa surprise, Marie-Claire parla la première. « Jacques, commença-t-elle,
sa voix douce mais ferme. « Nous avons beaucoup réfléchi à cela. Amélie et moi avons discuté, et nous voulons que tu saches que nous sommes là pour toi, de la même manière que tu as été là pour nous. » Amélie hocha vigoureusement la tête. « Oui, papa, on est une équipe, tu te souviens ?» Jacques sentit un nœud se former dans sa gorge. « Je ne sais pas quoi dire. Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de ça. Surtout toi, Marie-Claire, tu dois te concentrer sur ta guérison. » Marie-Claire tendit la main, prenant celle de Jacques. « Nous sommes une famille maintenant. Les soucis d'une personne sont les soucis de tout le monde. Et ensemble, nous sommes plus forts. » Amélie sauta de sa chaise, sortant un carnet et un crayon. « J'ai fait une liste d'idées pour aider, » annonça-t-elle fièrement. Jacques ne put s'empêcher de sourire, alors que sa fille de 8 ans commençait à lire sa liste, qui incluait tout, de la vente de limonade devant l'hôpital à l'organisation d'un spectacle de talent pour collecter des fonds. « Ce sont de merveilleuses idées, ma chérie, » dit Jacques, serrant Amélie dans ses bras, « et elles montrent exactement l'esprit dont nous avons besoin en ce moment. » Marie-Claire sourit, regardant le père et la fille. « Amélie a raison, Jacques. Nous devons penser de manière créative. Peut-être que nous ne pouvons pas tout résoudre avec de la limonade, mais ensemble, nous pouvons certainement trouver des solutions. » Dans les jours qui suivirent, la chambre d'hôpital devint un quartier général improvisé. Jacques apporta un tableau blanc où ils cartographièrent des idées et des stratégies. Marie-Claire, bien que fatiguée par le traitement, offrit des perspectives précieuses grâce à son expérience dans la gestion de petites entreprises. Amélie endossa le rôle de responsable du moral, décorant la chambre d'affiches colorées d'encouragement. Un après-midi, en examinant les possibilités financières, Amélie eut une idée surprenante. « Et si on vendait certaines de tes peintures, maman ?» suggéra-t-elle. « Tu as toujours dit qu'elles étaient en spécial. » Jacques et Marie-Claire échangèrent des regards surpris. Marie-Claire avait été une artiste prometteuse avant que la vie ne prenne un autre tournant. « Je ne suis pas sûr que quelqu'un s'y intéresserait maintenant, » hésita Marie-Claire. Jacques, cependant, vit le potentiel. « En fait, ça pourrait marcher. J'ai des contacts dans le monde de l'art. Avec la bonne histoire derrière les peintures, nous pourrions susciter l'intérêt. » La suggestion d'Amélie se révéla être un tournant. Jacques organisa une exposition caritative, partageant l'histoire de Marie-Claire et dévoilant ses œuvres d'art longtemps oubliées. L'événement ne permit pas seulement de collecter des fonds importants, mais attira également une attention positive sur la situation de la famille, contrastant avec les titres négatifs sur le scandale financier. Pendant ce temps, Jacques menait la bataille juridique contre Antoine Moreau. Le procès était éprouvant, avec de longues heures de déposition et de réunions avec les avocats. Mais chaque fois qu'il revenait épuisé à l'hôpital, il trouvait une force renouvelée dans le soutien de sa famille. Un jour particulièrement difficile, après une audience tendue au tribunal, Jacques retourna dans la chambre de Marie-Claire pour la trouver assise dans son lit, un sourire radieux sur le visage. « Jacques, Amélie !» appela-t-elle avec enthousiasme. « Venez voir ça !» Elle souleva une mèche de ses cheveux qui avaient recommencé à repousser après des mois de chimiothérapie. « Ça repousse ?» dit-elle, des larmes de joie remplissant ses yeux. Amélie poussa un cri de joie, se précipitant pour serrer sa mère dans ses bras. Jacques sentit comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. C'était un petit signe, mais chargé d'espoir. « Les médecins disent que les derniers tests sont prometteurs, » continua Marie-Claire. « Le traitement fonctionne mieux que prévu. » Jacques se joignit à l'étreinte, submergé par une vague d'émotions. Au milieu de tout le chaos et de l'incertitude, voici un rayon de lumière, la preuve que tout n'était pas perdu. « Tu vois, papa ?» dit Amélie en regardant Jacques avec des yeux pétillants. « Tout va bien se passer. Nous sommes des battants. » Jacques rit, ébouriffant les cheveux de sa fille. « Oui, nous le sommes. Surtout toi, ma petite guerrière. » L'amélioration de Marie-Claire sembla insuffler à tout le monde une énergie renouvelée. Jacques attaqua les problèmes de l'entreprise avec vigueur. Il négocia des accords, restructura des départements et, avec l'aide d'employés fidèles, commença lentement à reconstruire ce qu'Antoine avait détruit. La confrontation finale avec Antoine eut lieu quelques semaines plus tard au tribunal. Jacques fit face à son ancien ami et partenaire, sa voix stable alors qu'il détaillait la trahison et son impact. «
Ce que tu as fait n'a pas seulement affecté moi ou l'entreprise, déclara Jacques. Ça a affecté d'innombrables familles, y compris la mienne. Mais tu sais quoi, Antoine? Tu ne nous as pas brisés. Tu nous as rendus plus forts. » Alors qu'Antoine était emmené en détention, Jacques ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Cela marquait la fin d'un chapitre douloureux, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. En retournant à l'hôpital ce soir-là, Jacques trouva Marie-Claire hors du lit pour la première fois depuis des semaines, assise dans un fauteuil avec Amélie à ses côtés, toutes deux dessinant ensemble. « Comment ça s'est passé ?» demanda doucement Marie-Claire. Jacques s'assit à côté d'elle, épuisé, mais en paix. « C'est fini. Antoine fera face aux conséquences de ses actes. Et nous, eh bien, nous avons un long chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. » Amélie brandit son dessin, montrant 4 personnages en bâton se tenant la main. « Regarde, papa, c'est nous. » Jacques examina le dessin, remarquant une 4e silhouette à côté de lui, de Marie-Claire et d'Amélie. « Qui est-ce, ma chérie ?» Amélie sourit timidement. « C'est le bébé qu'on pourrait avoir un jour. Tu sais, quand maman ira mieux et que vous vous marierez. » Jacques et Marie-Claire échangèrent des regards surpris, puis éclatèrent de rire, le premier rire insouciant depuis des mois. « Eh bien, dit Jacques, serrant Marie-Claire et Amélie contre lui, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais une chose est sûre, tant que nous serons ensemble, nous pourrons tout affronter. » Marie-Claire hocha la tête, posant sa tête sur l'épaule de Jacques. « Unis dans l'adversité, murmura-t-elle. « Et dans la joie, termina Jacques. Amélie rayonna, se blottissant entre ses parents. « Et pour toujours, ajouta-t-elle. » Alors que la petite famille restait enlacée, Jacques réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient reparcouru. De leurs moments les plus sombres était née une lueur d'espoir, un lien incassable forgé à travers les défis et l'amour inconditionnel. L'avenir était encore incertain, avec de nombreux obstacles à surmonter. Mais Jacques savait qu'avec Marie-Claire et Amélie à ses côtés, il n'y avait rien qu'ils ne puissent affronter. Ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quelle adversité que la vie pouvait leur lancer. Le soleil d'automne baignait le château de Jacques Dubois d'une lumière dorée, se reflétant sur les fenêtres fraîchement nettoyées et illuminant le jardin méticuleusement paysagé. Une année s'était écoulée depuis cette nuit fatidique où une petite fille était apparue sur son perron, modifiant à jamais le cours de 3 vies. Jacques ajusta sa cravate, se regardant dans le miroir du hall d'entrée. Il reconnaissait à peine l'homme qui le regardait. Ses yeux, autrefois fatigués et vides, brillaient maintenant de détermination et de joie. Les rides d'inquiétude sur son visage s'étaient adoucies, remplacées par des rides de rire. « Papa, tu es prêt ?» La voix excitée d'Amélie résonna dans la maison. Jacques sourit, se tournant pour voir sa fille descendre les escaliers, une robe bleu clair flottant autour d'elle. Ses cheveux, maintenant plus longs, étaient coiffés en une tresse élaborée. « Presque princesse, » répondit-il, étonné de voir à quel point elle avait grandi et s'était épanouie au cours de la dernière année. Marie-Claire apparut derrière elle, radieuse dans une robe vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux. Ses cheveux, entièrement repoussés, tombaient en vagues douces sur ses épaules. Plus importante encore, il y avait une couleur saine sur ses joues et une vitalité que Jacques avait un jour craint de ne jamais revoir. « Vous êtes absolument magnifiques toutes les deux, » dit Jacques, son cœur se gonflant d'amour. Marie-Claire sourit, s'avançant pour ajuster la cravate de Jacques. « Tu n'es pas mal non plus, monsieur Dubois, » le taquina-t-elle, déposant un doux baiser sur sa joue. Amélie fit une grimace enjouée. Burke, les bisous de grand. Les 3 rirent, leur joie résonnant dans le château qui, 1 an auparavant, était froid et vide, mais qui débordait maintenant de vie et d'amour. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Jacques réfléchit à l'année tumultueuse qu'ils avaient affrontée. Sauver son entreprise avait été brutal. Nuit blanche, négociations difficiles, décisions difficiles. Mais avec une transparence totale, une restructuration audacieuse et le soutien indéfectible d'employés fidèles, ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient prospéré. Dubois Mode était sorti de la crise plus forte et plus éthique que jamais.
Jacques avait mis en place des politiques strictes de gouvernance d'entreprise et créé un fonds de secours pour les employés en difficulté, inspiré par ses propres expériences. Le traitement de Marie-Claire avait été tout aussi difficile. Il y avait eu des jours sombres, d'effets secondaires débilitants, des moments de peur et d'incertitude. Mais à chaque obstacle, la famille se rapprochait. Amélie était devenue une petite infirmière, toujours prête avec un sourire ou une blague pour remonter le moral de sa mère. Jacques équilibrait son temps entre l'entreprise et l'hôpital, déterminé à ne manquer aucun moment important. Puis, par une journée ensoleillée de printemps, arriva la nouvelle qu'ils osaient à peine espérer. Marie-Claire était en rémission complète. La voiture glissait doucement à travers les rues de la ville, se dirigeant vers le centre des congrès de Cannes, où se tiendrait l'événement caritatif. Jacques jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant Amélie fredonner joyeusement sur la banquette arrière et Marie-Claire à côté de lui, sa main reposant confortablement sur la sienne. « Nerveux ?» demanda doucement Marie-Claire. Jacques sourit. « Un peu. Je n'aurais jamais pensé faire quelque chose comme ça. » L'événement de ce soir était le lancement officiel de la Fondation Nouveau Départ, fondée par Jacques pour aider les familles confrontées à des maladies graves et les enfants en situation de vulnérabilité. C'était l'aboutissement de mois de planification, directement inspiré par ses propres expériences. À leur arrivée, Jacques fut immédiatement entraîné dans la frénésie des derniers préparatifs. Marie-Claire et Amélie se mêlèrent aux invités, leur histoire de courage et de résilience, touchant les cœurs et inspirant la générosité. Finalement, ce fut l'heure du discours de Jacques. Il monta sur scène, regardant la foule de visages attentifs. Son regard trouva Marie-Claire et Amélie au premier rang, et il sentit une vague de force et d'amour. « Il y a un peu plus d'1 an, commença Jacques, sa voix claire. J'étais un homme très différent, réussi aux yeux du monde, mais vide à l'intérieur. Puis, par une nuit qui a tout changé, une petite fille s'est présentée à ma porte. Il raconta l'histoire d'Amélie, de Marie-Claire, du voyage qui les avait réunis. Il parla de la bataille contre le cancer, de la trahison financière, des moments de désespoir et des petites victoires qui les avaient fait tenir. Ce que j'ai appris, continua Jacques, sa voix épaisse d'émotion, c'est que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque ou les empires corporatifs. Elle est dans les liens que nous tissons, l'amour que nous partageons, la différence que nous faisons dans la vie des autres. Il expliqua la mission de la Fondation Nouveau Départ, comment elle fournirait un soutien financier, émotionnel et logistique aux familles confrontées à des crises médicales, parce que personne ne devrait affronter ces défis seul, conclut Jacques, et parce que chacun de nous mérite une chance de recommencer. Les applaudissements furent tonitruants. Marie-Claire et Amélie se précipitèrent sur scène, enlaçant Jacques dans une étreinte serrée, des larmes de joie et de fierté scintillant dans leurs yeux. Des heures plus tard, l'événement étant un succès retentissant, la famille retourna au château, épuisée mais heureuse. Ils s'installèrent dans le salon maintenant confortable, rempli de photos de famille, une Amélie endormie blottie entre Jacques et Marie-Claire sur le canapé. « On a fait une bonne chose aujourd'hui, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Oui, ma chérie, » répondit Marie-Claire en embrassant le sommet de sa tête. « Une très bonne chose. » Jacques regarda sa famille, sentant une vague de gratitude le submerger. « Vous avez complètement changé ma vie, toutes les deux, » dit-il doucement. « Vous avez apporté un but, de la joie. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment. » Marie-Claire tendit la main, entrelaçant ses doigts avec ceux de Jacques. « Tu as changé nos vies aussi, Jacques. Tu nous as donné de l'espoir quand nous en avions le plus besoin. » Amélie bâilla, ses yeux se fermant. « On est une famille de super-héros, » marmonna-t-elle. « On sauve le monde, un câlin à la fois. » Jacques et Marie-Claire gloussèrent doucement, échangeant un regard d'amour et de compréhension. À cet instant, enveloppé dans la chaleur de sa famille, Jacques ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités. Il y aurait des défis, certainement, mais Jacques savait qu'ils les affronterait ensemble. Le voyage de rédemption qui avait commencé avec une enfant effrayée sur son perron s'était transformé en quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors que le soleil se couchait à l'extérieur, peignant le ciel de teintes roses et dorées,
la famille Dubois restait unie, un témoignage vivant du pouvoir du pardon, de l'amour et des nouveaux départs. Jacques jeta un dernier regard sur Marie-Claire et Amélie, maintenant paisiblement endormies. Son cœur débordait d'amour et de gratitude. « Merci », murmura-t-il à l'univers, au destin, à quelque force que ce soit qui avait orchestré cette incroyable seconde chance. Et là, dans la quiétude réconfortante de sa maison, Jacques Dubois comprit enfin le vrai sens de la richesse, du succès et du bonheur. Ce n'était pas ce que l'on avait, mais qui l'on aimait, et comment on faisait une différence dans le monde. Avec cette pensée réconfortante, il ferma les yeux, prêt à rêver des nombreux jours merveilleux encore à venir, aux côtés des deux personnes qui étaient devenues son monde entier.